Bon, nous y voici. C'est le dernier épisode de cette fameuse série, et vous l'attendez depuis un certain temps. C'est celui qu'il fallait bien écrire un jour, qu'il fallait bien vous raconter, même si j'aurais certainement préféré ne pas avoir à le faire, ou en tout cas pas sous cette forme. Parce que cette histoire-là, ben vous le savez, elle ne se finit pas très bien, puisqu'elle se termine sur un échafaud. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est un espace pour les femmes qui pensent trop, ou plutôt pour celles qui pensent autrement. C'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, celle qui a payé de sa vie le fait de rester debout et de parler à voix haute. Cette saison, je vous propose un fil rouge en 3 mots: arborescente, robuste et dangereuse. Une pensée multiple, une puissance qui dure, une parole qui dérange et qui déplace les lignes. Ici, on parle de nos histoires, on parle de création et de transmission, de ce qui freine et de ce qui nous libère. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous accompagne à regarder autrement ce que vous appelez blocage, doute ou limite. Et si tout cela, au fond, n'était que des histoires héritées et des récits à transformer. Chères filles d'Olympe, allons ensemble allumer le feu. Nous sommes le 3 novembre 1793, 1793 si vous préférez. Nous sommes à Paris et on entend ce bruit de charrette qui traverse la ville au petit matin. Dans cette charrette se trouve Olympe de Gouges. Elle a 45 ans et elle sait que ce 3 novembre 1793, 1793, elle va mourir. Elle va mourir pour ses idées, elle va mourir pour ses mots, elle va mourir pour sa rébellion et pour sa façon d'avoir refusé à tous les moments de sa vie de se taire. Elle va mourir parce qu'elle a pris position contre la terreur. Elle va mourir parce qu'elle a voulu continuer de défendre inlassablement les causes qui lui sont chères, à commencer par les droits des femmes. Elle va mourir parce qu'elle est une femme qui pense probablement trop, qui écrit surtout beaucoup trop, qui dérange évidemment beaucoup trop, et qui finit souvent par devenir insupportable pour ceux qui veulent préserver ce pouvoir marqué par plein de visions du patriarcat qu'on va retrouver dans plein d'autres époques, mais qui est extrêmement fort à ce moment-là. Quand la terreur s'empare de la Révolution française, il n'y a plus du tout de place pour une forme de nuance. On raconte que dans cette charrette, elle ne s'est pas totalement laissée faire. Elle s'est même carrément relevée et qu'elle a regardé la foule au fond des yeux avant de passer sous la guillotine et qu'elle leur aurait dit: Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort. c'est les derniers mots qu'on lui attribue. Puis ensuite, elle est descendue de la charrette, elle est montée sur la guillotine, et puis il y a eu ce fameux bruit si caractéristique. Et sa tête s'est mise à rouler par terre. Olympe de Gouges était morte. Elle avait été assassinée pour ses idées et pour la peur qu'elle inspirait, évidemment, parce que ça va ensemble. C'est vous dire à quel point elle était forte, à quel point elle était puissante. Elle a fait peur aux révolutionnaires. Elle a fait peur à tous ceux qui sont notés dans tous nos livres d'histoire. Robespierre, pour commencer, et tous ses collègues, tous ses sbires, j'ai envie de vous dire. Mais avant de parler de sa mort, je voudrais vous raconter un geste qui l'a précédé, parce que ça raconte beaucoup de choses d'elle, et ça raconte certainement beaucoup de choses de nos vies de femmes, et des combats qui nous restent à mener. Nous sommes en juillet de la même année, donc nous sommes toujours dans cette année 1793, 1793, prenez-le comme vous voulez. La révolution a changé, hein, on l'a dit. On débat plus tout à fait, hein, on n'est plus du tout dans la nuance, on n'est plus du tout dans la discussion, dans la conversation et dans la volonté de faire évoluer les choses. C'est les Girondins qui viennent d'être renversés et la terreur qui s'installe. En juillet 1793. Le suffrage universel, il est suspendu. On n'écoute plus le peuple, on va plutôt avoir tendance à le soupçonner. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment extrêmement tendu, où tout le monde a peur, on parle quand même de terreur, et ben c'est à ce moment-là qu'Olympe publie Les Trois Urnes. Alors c'est quoi les Trois Urnes? Ben, c'est un texte dans lequel elle propose de lancer un référendum national. Elle propose des options pour sortir de la crise. Une république, une et indivisible, comme ça a été dit déjà beaucoup par les révolutionnaires, une république fédéraliste, ou alors une monarchie constitutionnelle.
Et elle propose que chaque citoyen, chaque citoyenne reçoive 3 bulletins identiques et qu'il écrive ou qu'elle écrive son choix sur un seul de ces bulletins. Que ce soit donc la République une et indivisible, la République fédéraliste ou la monarchie constitutionnelle, chaque citoyen, chaque citoyenne est invité à déposer son choix dans une urne correspondante. C'est l'anonymat garanti total et une vraie volonté nationale qui est enfin souveraine. Surtout le peuple est souverain dans cette proposition. Nous sommes donc en 1793, l'année où Olympe de Gouges va inventer le vote à bulletin secret. Ça ne se faisait pas jusque-là. On votait à main levée. Elle le fait, et elle le fait dans un moment où le suffrage a été suspendu. Elle le fait dans un moment où c'est clairement la dictature qui a pris le pas sur une éventuelle recherche de démocratie. Elle le fait alors que le simple fait de s'exprimer est déjà risqué. Elle lance une idée comme celle-ci. En fait, elle ne crie pas, elle ne se révolte pas, elle propose simplement une idée très claire, elle lance un dispositif, elle lance en fait un vrai geste démocratique. Elle le lance à un moment où c'est impossible qu'il soit entendu, parce que ce genre de geste démocratique fait très peur. Elle va faire imprimer une affiche, et puis bien sûr, elle va la coller sur les murs de Paris, comme elle en a pris l'habitude. Ça se passe le 19 juillet, son collage d'affiches, et puis sans surprise, le 20, elle est arrêtée. C'est ce jour-là qu'elle est arrêtée. Elle le savait parfaitement. On essaye de lui attribuer la volonté de vouloir s'enfuir, qu'il y avait une petite maison qui l'attendait en province, qu'elle allait peut-être pouvoir échapper à la mort, qu'elle allait pouvoir échapper à la prison. Mais en fait, elle sait très bien, Olympe de Gouges, ce qu'elle fait. On ne colle pas une affiche pareille en pleine terreur en espérant une médaille. C'est clair, hein. Elle le savait, et pourtant elle le fait. Elle va jusqu'au bout de cette idée de mettre en place une vraie démocratie, dans un moment où ce n'est plus audible du tout. Et ça, c'est quand même assez fascinant et je trouve que ça explique beaucoup de choses de qui est Olympe de Gouges, mais qui sont les personnes qui s'engagent pour que la démocratie demeure, qui s'engagent pour que nous puissions continuer de nous exprimer, continuer de pouvoir dire ce que nous avons à dire à tous les moments de notre vie. C'est pas seulement du courage, hein, c'est de la réflexion. C'est une réflexion en profondeur. C'est une véritable construction, c'est une construction démocratique qui d'ailleurs va être reprise par la suite. Il y a plein de pays qui ensuite vont mettre en place ce genre de mesures, y compris le nôtre, hein. En Suisse, on vote à bulletin secret, comme en France, comme partout, mais en Suisse, on vote très souvent, puisqu'on vote tous les 3 mois. Elle va donc proposer cette solution, elle va aller jusqu'au bout et elle sait parfaitement que ça peut lui coûter la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais sa mort physique va pas suffire. Il fallait vraiment la faire disparaître, Olympe, parce que ses idées, c'était de bonnes idées. C'était des idées précieuses, c'était des idées qui pouvaient vraiment faire évoluer les choses. Et donc il fallait la faire disparaître, c'était comme s'il fallait la dissoudre. Couper sa tête, ça ne suffisait absolument pas. Il fallait l'effacer en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant près de 2 siècles, son nom s'est perdu, vraiment, littéralement, dans les oubliettes de l'histoire. On n'a plus du tout entendu parler d'Olympe de Gouges. Personne ne savait de qui il s'agissait. On a même perdu son corps, c'est vous dire. Son corps, personne n'a jamais su où il avait été enterré, à quel endroit on avait pu le mettre après sa mort. Personne ne le sait. Effacer Olympe de Gouges, c'est pas seulement une histoire de mémoire, c'est une véritable histoire de stratégie. Il faut l'effacer, c'est important, parce qu'on doit effacer ce qui dérange. On doit effacer ce qui oblige à revoir l'ordre des choses. Et quand une femme touche aux fondations même de la société profondément patriarcale, certes, mais quand même, c'est les fondations de notre société, c'est les droits, c'est la loi, c'est la famille, c'est la représentation politique, c'est la race, c'est la parole publique, son nom devient un vrai problème. Alors, on le rend discret, ce nom, très très discret. Quand j'ai commencé de m'intéresser à Olympe de Gouges, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, et il y avait très peu d'écrits sur Olympe. Il y avait une biographie qui était sortie, je crois, à cette époque-là, et c'est à peu près tout. Et puis après, il y a eu la fameuse bande dessinée de Catel et Bocquet qui parle de l'âme de Gouges, qui la met en scène dans une fameuse BD biographique que je vous conseille de lire, qui est absolument magnifique et très intéressante. Et une fois que j'étais à Paris, j'ai pris le temps de me dire, tiens, mais je pourrais aller voir un peu où sont les traces de l'âme de Gouges dans cette ville.
parce qu'elle a été partout. Elle s'est rendue partout. Elle a été à la Comédie Française, elle a habité dans plusieurs endroits, elle a eu des amants, elle a eu une vie en fait très riche, elle a fréquenté des salons, etc. Elle a été guillotinée au final, bien sûr. Donc je suis allée chercher sa trace dans Paris et j'ai trouvé une place qui porte son nom. Cette place, elle existe depuis 2003. 2003 seulement. Ça faisait presque 200 ans qu'elle avait été assassinée. Elle se trouve dans le 3e arrondissement de la ville, au croisement des rues Béranger, Charlot, de Franche-Comté et de Turenne. Et je vous promets que si je vous donne ces indications géographiques, c'est parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de trouver cette place qui est minuscule. Il faut vraiment la chercher si on veut la trouver. Et quand j'y suis arrivée, j'avoue que j'avais un peu de la peine à croire que j'avais trouvé le bon endroit, même si la plaque indiquant place Olympe de Gouges était bien notée. Il y avait un banc public, il y avait des tonnes de poubelles sous un arbre, puis je crois que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait mettre sur cette petite minuscule place. C'est une image pourtant que je garde, parce qu'elle dit quelque chose de très juste. Certes, sa mémoire existe, on l'a fait sortir de ces fameuses oubliettes, mais du bout des lèvres, hein. On va pas trop parler d'Olympe de Gouges, hein. Il faudra encore un peu de temps. 2003, c'est le début de la rédemption, hein. C'est comme une trace, quoi. Ok, on veut bien lui donner une petite place, mais il faut qu'elle soit paumée quelque part, où il n'y a pas de grande ligne de métro, et où on est sûr qu'il n'y a aucun touriste qui va aller se promener. C'est en fait comme une trace, oui, mais qu'on n'a jamais vraiment voulu honorer. En tout cas, pas du tout à la hauteur de ce qu'elle a pu représenter et du rôle qu'elle a pu jouer durant la Révolution, et même avant. Et puis bon, évidemment, elle n'est pas au Panthéon. D'abord parce qu'il n'y a pas de dépouille, on n'a pas de corps. Son corps est introuvable, on l'a jamais retrouvé. Alors aujourd'hui, dans ce dernier épisode de ma série, je ne vais pas refaire sa biographie. Je crois que vous avez compris toutes les étapes de son existence. On l'a déjà traversée en plus ensemble dans les différents épisodes que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter. J'ai plutôt envie de vous proposer de regarder ce qu'elle nous laisse. Comment son effacement révèle des choses, et puis comment nous pouvons encore recevoir d'elle, et au fond, pourquoi Olympe de Gouges est cette fameuse filiation symbolique de beaucoup d'entre nous. Parce que Olympe, c'est pas du tout une figure du passé, au contraire. C'est quelqu'un de très moderne dans son approche. On l'a vu à travers différents exemples de ce que je vous ai déjà partagé. C'est une manière de penser très originale, c'est une manière de tenir debout qui n'appartient qu'à elle. C'est aussi une manière de ne jamais rien céder face au pouvoir. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Le premier héritage qu'on doit à Olympe de Gouges, c'est cette histoire de parole. Cette capacité de prendre la parole au moment où tout le monde est opposé à elle, au moment où elle est vraiment pas du tout audible, ou en tout cas qu'on n'a plus envie de se compliquer la vie en écoutant ce qu'elle peut partager. Si vous pensez à vos vies, vous avez peut-être des moments comme ça où vous avez eu des choses à dire. Quelque chose de très important. Quelque chose que d'autres que vous pensaient aussi, mais que personne n'était capable de nommer, personne n'était capable de le dire à votre place. Alors vous avez préparé une intervention, vous connaissez parfaitement votre sujet, et la veille au soir, vous rouvrez vos notes. Et là, vous hésitez. Vous enlevez une phrase un peu trop directe, vous allez arrondir un angle, vous vous dites ouais non mais ça je peux pas exactement le dire de cette façon-là, je vais plutôt le tourner différemment. C'est pas encore le moment, on va plutôt préparer les gens, on va pas tout de suite leur amener tel ou tel argument. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ce genre de moment, dans ce genre de situation où on se dit ouais non, je vais quand même pas dire exactement ça comme j'avais prévu, je vais plutôt le tourner d'une manière qui est plus audible, j'ai pas envie trop de faire de vagues, etc., etc. Eh bien, voyez que c'est exactement ça qu'Olympe de Gouges a refusé de vivre. C'est exactement ça qu'Olympe de Gouges n'a jamais fait. Elle n'a pas rouvert son dossier le soir avant pour se dire allez, j'édulcore tel truc, je dirai pas ça parce que c'est pas encore mûr. Non, j'y vais, crac, boum, et je fonce. Elle écrivait des choses parce qu'elle estimait que c'était important de les dire, que le silence n'était jamais une option, en tout cas pas dans les causes qui lui tenaient à cœur. Elle n'était pas du tout inconsciente, hein. Elle était au contraire tout à fait consciente de ce que ça pouvait lui coûter. Mais elle avait décidé que la cohérence entre ce qu'elle pensait et ce qu'il disait n'était absolument jamais négociable. Et ça, c'est un vrai héritage qu'elle nous laisse, parce que nous sommes aux prises avec ces questionnements. Peut-être qu'elle en a eu quelquefois, mais concrètement, elle n'a jamais édulcoré quoi que ce soit. Alors quand vous publierez quelque chose qui vous expose, quand vous aurez besoin de dire quelque chose qui pourrait vous mettre en délicatesse avec certaines personnes, que ce soit même un post sur les réseaux sociaux, que ce soit une prise de parole publique dans je ne sais quel cadre qui vous appartient,
ou une prise de position dans un cadre professionnel parce que vous défendez une cause par rapport à une autre, et que vous sentez qu'il y a de la résistance, vous sentez qu'il y a un risque de discrédit, ou qu'on pourrait éventuellement vous parquer dans un petit bureau pour éviter que vous fassiez des vagues à l'avenir, eh ben, sachez que vous rejoignez une longue lignée de femmes qui ont parlé avant vous, et surtout alors qu'on leur disait de se taire. Et que nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous aussi, nous pouvons prendre la parole, nous pouvons nous exprimer, même au-delà des moments où on nous dit «Non, non, mais c'est bon là, tais-toi». Et on voit bien que nous sommes les héritières de ça. Mais on voit bien combien c'est difficile. On le voit dans nos vies qu'il n'est pas toujours facile de s'exprimer, de dire tout ce qu'on a besoin de dire, de le dire avec nos mots, de ne rien filtrer. C'est dur, hein, c'est difficile. Mais Olympe, elle l'a fait. Et si Olympe l'a fait, peut-être que nous pouvons, nous aussi, le faire. Le deuxième héritage dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de cette façon de relier ce qu'on nous demande de séparer. Ça, c'est la vision intersectionnelle. On parle par exemple de violences faites aux femmes, et quelqu'un nous dit, pourquoi tu mélanges avec le racisme? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu mélanges avec la question de la migration? C'est pas le sujet. Ou alors on parle des inégalités salariales, ou alors on parle des inégalités salariales, puis quelqu'un nous dit, mais non, mais arrête, c'est bon, on va pas tout politiser non plus. On parle de la condition des femmes qui sont en situation de précarité, par exemple, ou alors des personnes sans papier. On parle de ces femmes qui cumulent plusieurs formes d'assignation, parce qu'elles ne sont pas de la bonne couleur, avec beaucoup de guillemets, dans une société blanche, qu'elles n'ont pas la forme d'études qu'il aurait fallu faire pour avoir un rôle à responsabilité dans cette société, et puis qu'on croise les causes, en fait, qui lui posent des difficultés dans sa vie, ou dans leur vie. Et quelqu'un vous dit, tu te disperses, hein, arrête de tout mélanger. Concentre-toi sur un combat. Ça, c'est la vision d'avant l'intersectionnalité. Depuis, on sait très bien que les luttes, elles convergent, que les thèmes, ils peuvent se cumuler et qu'on peut avoir de plus en plus de raisons d'être mis en marge de la société, ou alors au contraire de se trouver beaucoup plus proche du pouvoir. Et ça, Olympe de Gouges, en 1788, elle l'avait compris. Elle défendait à la fois le droit des femmes et l'abolition de l'esclavage. Et elle reliait ces deux combats. Elle liait la condition des femmes pauvres à celle des femmes noires. Elle avait compris que c'était important et que ça jouait un rôle, et que d'être une femme blanche pauvre, c'était pas être une femme noire pauvre, et c'était encore moins être un homme noir pauvre ou un homme blanc en situation de pauvreté lui aussi. Elle ne pensait pas du tout la femme en termes abstraits. C'était pas une espèce d'identité ou d'entité un peu hors sol, pas du tout. Elle regardait les femmes concrètes qui étaient autour d'elle, avec toutes les diversités de situations qu'elle pouvait constater, que ce soit des difficultés de classe, de couleur de peau, de statut, tout ça. Tout ça faisait sens pour elle, et elle reliait tous ces combats entre eux. Alors bien sûr, Olympe, elle ne parlait pas d'intersectionnalité. C'est un terme qui a été inventé beaucoup plus tard, dans les années 80, 1980. Mais c'était déjà son geste, c'était déjà sa pensée, c'était déjà ça qu'elle avait senti et qui était au fond très juste. Aujourd'hui, Olympe, on pourrait imaginer qu'elle monterait sur une flottille pour Gaza. On pourrait imaginer qu'elle signerait une pétition pour des sans-papiers et même qu'elle la ferait signer. Elle pourrait écrire des pamphlets sur les femmes précaires qu'on invisibilise, ou les femmes non précaires d'ailleurs, qu'on invisibilise aussi parfois. C'est pas parce qu'elle est une activiste compulsive, hein, pas du tout, mais c'est parce que la cohérence a toujours été un vrai moteur dans sa vie, et que ce moteur, il peut vraiment nous être utile à nous aussi. Elle avait compris que la justice ne peut pas être à géométrie variable. Elle avait compris qu'il s'agissait de mener ces combats de front, même s'ils avaient l'air d'avoir rien à voir les uns avec les autres. Et nous, aujourd'hui, quand on refuse de compartimenter des combats, quand on est consciente du fait qu'être femme et être noire, c'est pas la même situation que d'être blanche et qu'être femme, eh ben, on fait la même chose, on prend conscience du même phénomène. Sauf que nous sommes en 2026 et que ce concept a été inventé, encore une fois, dans les années 80. Nous, on a l'habitude, on a pris l'habitude de relier tous ces éléments-là pour donner du sens à une difficulté que les personnes pourraient rencontrer et que nous rencontrons aussi parfois. Elle ne savait rien de tout ça, mais instinctivement, elle a su absolument se positionner sur toutes ces questions. Troisième héritage que j'ai envie de nommer, celui de la visibilité.
Être visible, c'est une des grandes questions qui occupent mon cabinet de coach. Plein de femmes viennent parce qu'elles n'osent pas se montrer, elles n'osent pas être visibles, elles n'osent pas affirmer leurs paroles, parce que c'est difficile, parce que ça ramène à nos loyautés familiales, ça ramène à nos éducations, ça ramène à nos représentations de ce qu'est une femme ou pas dans notre société, et que tout ça se rattache à beaucoup d'habitudes, à beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler pour s'en détacher, pour prendre de la distance avec cette vision-là et aller vers ce qui est juste pour nous. Mais imaginez une situation où vous prenez position. Vous prenez position sur quelque chose qui est absolument central pour vous. C'est hyper important. Vous êtes peut-être au boulot, ou alors vous êtes sur un réseau social, ou vous êtes impliqué dans un collectif quelconque, ou dans une institution, ou un parti politique, ou Dieu sait où encore. Vous prenez position et vous recevez plein de commentaires. Alors les commentaires, ils vont pas toujours porter sur vos arguments, hein, vous le savez. Ils vont peut-être porter plutôt sur le ton que vous avez utilisé, sur la légitimité qui est la vôtre, ou la non-légitimité du coup, sur tous ces soupçons qui pourraient remettre en question le fait que ce soit vraiment vous la bonne personne pour aborder ce sujet. On va peut-être aussi vous piquer un peu sur votre façon d'être un peu trop. Vous êtes un peu trop directe, trop émotive, trop ambitieuse, trop libre, puis bon, trop visible. Puis on va vous le reprocher. On va pas vous le dire vraiment frontalement, mais on va dire elle t'allait pas super bien cette robe. Ouais, là, t'aurais quand même pu faire un effort. Il me semble que t'as été un peu carré sur ce que t'as pu donner comme argument. Des choses de ce genre-là. Vous êtes trop, quoi. Enfin, ce trop, je pense que vous l'entendez depuis toute votre vie. Donc vous êtes trop. Et puis si vous n'êtes pas trop, de toute façon, vous serez pas assez. C'est les deux grandes critiques qu'on fait aux femmes la plupart du temps. C'est ces mots, trop ou pas assez, que les systèmes utilisent quand une femme sort du cadre. Et ça fabrique quelque chose comme un mécanisme du maintien de l'ordre en place. Encore une fois, ce fameux ordre patriarcal qui a coûté la tête d'Olympe de Gouges, ben il est encore là. Il existe encore. Il ne s'agit de pas tout bouleverser, on ne va pas tout remettre en question de A à Z. Donc, quand une femme prend la parole, on va quand même essayer de lui rappeler d'une manière ou d'une autre la place qui est la sienne et qu'elle a intérêt à conserver. C'est la place qu'on lui a assignée, c'est pas du tout celle qu'elle a choisi de prendre. Mais c'est celle qui semble possible, qui semble admissible et qui semble peut-être pas très visible. Olympe de Gouges, elle a vécu ça des centaines de fois. Rien que le fait d'arriver à Paris, le fait de devoir se poser dans un salon ou d'arriver dans un endroit où il y avait des gens qui comptaient, des gens importants, alors qu'elle était même pas mariée. Bon, elle était veuve, elle avait un statut qu'elle pouvait défendre. Mais enfin, elle a traversé tout ça, Olympe. Et elle savait très bien comment on essayait de la faire taire quand on lui a refusé l'accès à la Comédie Française avec sa pièce Zamori Mirza, qu'elle a dû créer une compagnie pour aller partir sur les routes, pour aller diffuser son message autrement, avec d'autres moyens, parce que les moyens officiels lui étaient interdits. Et elle, à travers l'expérience qu'elle a faite, à travers son histoire de vie, à travers tout ce qu'elle nous a laissé, à travers ce fameux héritage, elle nous apprend ceci. Sortir du cadre, ça garantit pas du tout la victoire. Mais rester dans le cadre, non plus. Et il y a un moment où peut-être qu'il s'agit de choisir ce qui est le plus cohérent, ce qui est le plus aligné avec qui nous sommes, et d'aller jusqu'au bout de cette vision-là. Conclusion, choisissons peut-être la cohérence une fois de plus. Cette cohérence qui a été tellement importante pour Olympe et qui est au fond tellement importante dans nos vies à nous aussi. Il y a un mot qui revient souvent quand on parle des femmes qui s'exposent, celles qui prennent la parole, qui prennent position, qui refusent de se taire, qui refusent de se riquiquiser. Vous connaissez bien ce mot maintenant, c'est moi qui vous le dis tout le temps. On leur dit oui, mais alors attention, tu vas pas te brûler les ailes, faudra que tu fasses attention. Attention, 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 tous ces risques que tu peux prendre. Mais tout ça, c'est une vraie question. Et Olympe, elle nous aide à y répondre. Qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit ça? Je vous proposerai de réfléchir à cette question que j'ai déjà abordée dans ce podcast, cette question qui pourrait se définir entre toute puissance, et la toute-puissance, ce serait celle de Robespierre, ce serait celle du système patriarcal qui est en place à cette époque et qui existe encore aujourd'hui, de ces systèmes qui supportent plus du tout l'écart entre ce qu'ils doivent être et ce qu'on conteste. Et c'est comme si c'était plus du tout possible d'avoir une voix dissidente. C'est une toute-puissance qui va écraser, qui va consumer, qui ne va pas nous laisser la possibilité de nous exprimer, qui va pas nous laisser la possibilité de pouvoir donner notre avis, parce que c'est comme si c'était plus audible. Et cette toute-puissance, elle laisse aucune place à la nuance, elle laisse aucune place à l'erreur, ni au doute.
C'est aussi cette toute-puissance qui empêche la discussion, qui empêche les échanges démocratiques, tellement importants au moment d'une révolution, et qui ne sont plus du tout à l'œuvre au moment où Olympe va passer de vie à trépas. À cette toute-puissance, j'ai envie d'opposer, vous le savez, hein, vous le savez déjà peut-être, la pleine puissance. Parce que là, c'est tout autre chose. La pleine puissance, si on la définit, on pourrait dire que c'est une forme d'alignement entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Quelque chose de l'ordre de la cohérence, hein. C'est une sorte de boussole qui nous permet de nous dire, OK, est-ce que nous sommes alignés avec cette prise de parole, avec ce que nous voulons défendre, avec notre vision du monde? Mais c'est une boussole et c'est pas une armure. Alors que dans la toute-puissance, on a plutôt tendance à revêtir son armure. La pleine puissance, c'est agir depuis l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que contre l'extérieur. On va affirmer ce qui nous est précieux. C'est quelque chose aussi de l'ordre de la robustesse. C'est ça, c'est quelque chose qui semble tellement évident, mais qui semble important à donner parce que ça vient de l'intérieur de nous et on sait que c'est quelque chose qui est tellement plus important que de remporter une manche, ce qui serait le cas dans une vision performante. Olympe, elle a jamais, jamais cherché à devenir une martyre. Ce n'était pas du tout son objectif. Elle a juste voulu continuer de garder cette justesse, cette fameuse pleine puissance. C'est ça qu'elle a fait. Quand un texte est rejeté, elle l'imprime et elle le colle sur les murs. Quand un débat est confisqué, elle invente une procédure nouvelle pour pouvoir faire entendre cette voix. Elle change jamais de cap, elle invente de nouveaux chemins, elle invente de nouvelles solutions, et elle est très robuste dans ce sens-là. C'est bien ça l'idée de robustesse. Et c'est bien ça l'idée de pleine puissance. C'est quand même une belle leçon pour nous, parce qu'on a besoin de ça dans nos vies. On a besoin de quelque chose qui nous dit, il y a une éclaireuse qui était devant nous, qui a fait toutes ces choses, qui les a mises en place, et qui nous aide peut-être encore aujourd'hui à le répéter, à le refaire, à se dire, elle a pu. Moi, je peux aussi, surtout qu'il n'y a plus de guillotine. Alors, au bout de cette série, qu'est-ce qu'elle nous demande, Olympe? Je crois qu'elle ne nous demande jamais d'être parfaite. Elle ne nous demande absolument pas d'être héroïque. Elle ne nous demande pas du tout de reproduire son fameux courage de la même façon que celui qu'elle a vécu. Elle nous demande simplement de ne pas nous effacer avant que le monde ne le fasse à notre place. Elle nous demande de rester debout, de rester vivante, de rester alignée. C'est ça qu'elle veut, Olympe. C'est ça le message. Elle nous demande de ne jamais confondre discrétion et sécurité. Elle nous demande de ne pas parler de paix quand on est plutôt dans la soumission. Elle nous demande certainement aussi de ne pas appeler compromis ce qui est plutôt de l'ordre du renoncement. Parce que ça aussi, on peut avoir tendance à le faire. Oui, oui, j'ai fait un compromis, c'est pas grave. Non, non, il y avait des choses qui vous étaient vraiment précieuses, qui étaient vraiment importantes pour vous. Ça parle de couple, ça parle de travail, ça parle d'enjeux de pouvoir, d'enjeux politiques, d'enjeux de toutes les sphères de la société. En fait, elle nous demande de relier toutes ces choses et de rester cohérente, si on y arrive. Elle a su l'être. Peut-être que nous pouvons faire un petit bout de chemin dans sa direction. On va pas trop vite demander si on ose faire les trucs, hein. On va les faire. Et on va arrêter de nous excuser d'exister. On va arrêter de truffer nos discours de petits. Le mot petit, c'est un mot féminin. On l'entend énormément dans la bouche des femmes. On fait un petit texte, on fait une petite intervention, on a un petit truc à dire. Non, 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 non et non et renon. Arrêtons avec les petits. Laissons ça, je ne sais pas à qui, mais pas à nous. Pour Olympe, il s'agit aussi de comprendre que la liberté, et Dieu sait que c'est précieux et que c'est actuel aujourd'hui, la liberté, c'est pas un état, c'est un mouvement. La liberté, elle peut disparaître, elle peut revenir. La liberté, elle se conquiert, elle se conserve. La liberté, notre liberté de penser, notre liberté d'agir, notre liberté d'avorter, notre liberté de nous marier ou de ne pas nous marier, notre liberté de faire des enfants ou de ne pas en faire, notre liberté de femme à toutes sortes de niveaux, c'est jamais gagné. Et on le voit très bien à travers l'histoire. Et Olympe l'avait compris. La liberté, c'est quelque chose qu'on peut devenir. Et comme vous le savez, on peut le devenir à coup de mots, et elle l'a fait, à coup d'actes, et elle l'a fait aussi, et à coup d'audace, et là encore, mon lame de gouge n'a jamais hésité.
Maintenant que nous sommes au bout de cet épisode, j'ai envie d'abord de vous remercier infiniment d'avoir écouté tout ça jusqu'au bout. Il y avait quand même 5 épisodes différents qui racontaient Olympe, j'espère un peu différemment de ce que vous en saviez déjà. Et puis pour vous récompenser, pour vous remercier surtout d'avoir tenu sur ces 5 épisodes, je vous ai préparé un livret d'accompagnement dans lequel vous allez retrouver des résumés de chacun de ces épisodes et aussi quelques questions à la fin de chacun de ces épisodes pour vous permettre de réfléchir à votre propre vision, à votre propre espace, à votre propre vie et à quel moment vous êtes concerné par les combats d'Olympe de Gouges, notre sœur du 18e, qui pourtant nous parle tellement si souvent à l'oreille. Elle nous murmure des trucs, Olympe, et il s'agit de l'écouter. Il s'agit de la garder avec nous et de d'emporter un petit bout d'elle avec nous. Et si ces 5 épisodes ont servi à ça, eh bien j'en serais absolument ravie. Pour ce livret, il suffit de le télécharger, vous allez trouver le lien dans les notes d'épisode, et que ça nous permettra, tout ensemble, d'avancer pour rester debout, parce que vous le savez aussi, chaque fois qu'une femme se lève, elle permet à d'autres d'en faire autant. Et c'est certainement ça aussi, l'héritage d'Olympe de Gouges.